Ça fait déjà quelques temps que les Pixel 10 sont sortis, j'ai vraiment pris mon temps pour bien les tester. Maintenant, je peux vous dire en toute honnêteté ce que vous devez savoir sur ces Pixel 10. Et voilà, les nouveaux grands smartphones Google Pixel de 10e génération. Et voici les premières impressions sur chacun d'eux. Par rapport à ces pixels, on avait de grands espoirs, vraiment de grandes attentes, surtout pour cette série de pixels, la génération 10. Et donc cette année, Google a sorti le Pixel 10, le 10 Pro, le 10 Pro XL et le 10 Pro Fold. Le design est tout simplement magnifique. Je pense que Google a finalement trouvé sa patte, sa patte personnelle. Et ce design, franchement, je le trouve très élégant. Lorsque j'ai déballé ce téléphone, ici, j'ai fait la vidéo déballage, ça sentait vraiment la qualité. Il y a ce truc premium quand tu le prends en main, franchement c'est indescriptible. À ce stade, la barre de la caméra est devenue emblématique, mais cette version est encore plus haut de gamme et de qualité que jamais auparavant. Il est toujours certifié IP68, mais il s'agit désormais du Glass Gorilla Victus 2 et il est disponible dans ces 4 couleurs, l'obsidian, le frost, l'indigo et le lemon grace. Il est doté d'un haut-parleur supérieur nettement amélioré et il possède un écran plus lumineux de 3000 nits. Mais ensuite, les deux éléments les plus importants qui font tous deux techniquement partie du téléphone. Il y a ce système de triple caméra et le Pixel Snap. Franchement, j'étais pas vraiment sûr qu'ils allaient le faire parce qu'on avait vu des fuites et je savais pas s'il y aura ça sur la version Pro ou bien la version simple et tout. Mais maintenant, on a ce système de triple caméra sur les pixels de base, c'est-à-dire le modèle 10 de base. On n'a pas besoin d'avoir le Pro pour avoir le système de triple caméra. Nous avons donc ici un appareil photo principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels et un téléobjectif x5 de 10 mégapixels. C'est parfait, même si en vrai de vrai, je préfère un téléobjectif x4, ça donne ce look plus naturel. C'est le téléobjectif qu'on a sur l'iPhone 17 Pro, le x4, franchement, c'est plus naturel et ça donne un rendu qui est sensiblement ressemblant au rendu des appareils photo. Nous aborderons les caméras pro dans un instant. Mais tous ces téléphones sont également dotés de ce qu'on appelle le Pixel Snap, qui est en fait le nom commercial de Google pour designer l'intégration de la charge sans fil Qi 2 avec des aimants intégrés au téléphone. Je suis agréablement surpris. C'est l'un des deux seuls smartphones que j'ai tenu entre mes mains qui intègre pleinement la technologie Qi 2. Je suis tellement content de le voir sur ce Pixel 10. Cela signifie que l'on peut recharger maintenant sans fil minimum à 15 watts. Et il y a maintenant toute une nouvelle écosystème d'accessoires magnétiques qui peuvent se fixer à l'arrière du téléphone. Des chargeurs sans fil et des supports bien sûr. Mais aussi des accessoires qui ne servent pas de chargeur obligatoirement comme les supports Pixel Ring. Et aussi les accessoires MagSafe pour iPhone sont aussi bien compatibles, ça j'ai trop aimé. Donc le Pixel Snap, il est fondamentalement compatible avec le MagSafe. C'est génial, c'est propre. Et petite update, maintenant vous pouvez partager vos fichiers avec AirDrop. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez prendre votre téléphone Google et envoyer un fichier sur un iPhone 17, bien n'importe quel iPhone par AirDrop. Appelez-moi de fou, mais franchement, tout simplement génial. Donc maintenant, peut-être vous vous demandez, ouais Stan, si le Pixel 10 est autant performant, le Pixel 10 de base, il est autant performant avec ses triples caméras, le Pixel Snap, ça et ça. Maintenant, qu'est-ce que le Pro a de plus que le Pixel normal? Sûrement votre question, Et maintenant, on va y en venir. Il n'y a pas vraiment une énorme différence entre le Pixel 10 et le Pro qui justifierait le prix ou bien l'écart de prix entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine différence, mais cette différence-là ne justifie pas l'écart de prix qui est entre les deux. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. 6,3 pouces pour le modèle de base et 6,3 aussi pour le modèle Pro, mais l'écran du modèle Pro offre une résolution légèrement supérieure et une luminosité légèrement plus élevée. Et il s'agit d'un écran LTPO avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, la norme vous connaissez, au lieu de 60 à 120 Hz sur le modèle de base. Vous bénéficierez également de plus de RAM et d'une capacité de stockage maximale plus importante. Et sa batterie est légèrement plus petite, probablement pour faire de la place aux 3 caméras légèrement plus grandes. Donc même focale. Mais cette fois-ci, on a un capteur de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 48 millions de pixels et un téléobjectif x5 de 48 millions de pixels. Grâce à la résolution supérieure du téléobjectif du modèle Pro, vous pouvez zoomer davantage jusqu'à x100 et le zoom ProRes fera de son mieux pour utiliser l'IA pour reconstituer et tenter de traiter d'améliorer la netteté de l'image. Donc du zoom x100 sur ce modèle Pro et sur le modèle de base du x20. Alors dans quelle mesure les triples caméras du modèle Pro seront-elles meilleures que celles de base? Et aussi, est-ce que la RAM supplémentaire qu'il y a sur le Pro fait une énorme différence dans la vie de tous les jours?
l'amélioration de la caméra selfie va-t-elle aussi faire une énorme différence entre les deux modèles? Je vous le dis tout de suite, non. Les photos des pixels, que ce soit sur le modèle Pro ou sur le modèle de base, vous n'y verrez aucune différence. À moins que vous poussez peut-être le truc assez loin, vous essayez de zoomer pour essayer de voir la différence. Mais qui fait ça, les gars? Donc par rapport à la photo, si ce n'est le téléobjectif x5 que vous aurez sur le modèle Pro, pour le commande de mortel, c'est-à-dire 99% des gens qui vont juste prendre des photos, poster sur les réseaux, franchement, vous ne verrez pas une énorme différence, les gars, je vous le dis directement. Côté RAM, est-ce que vous allez sentir une différence lorsque vous utilisez le modèle Pro ou bien le modèle de base? Vous savez, Google a toujours été une marque d'optimisation, ok? Si vous vous souvenez des pixels de base, franchement, c'était du n'importe quoi, les mégapixels qu'on avait dessus, mais les photos étaient tellement mieux par rapport aux autres concurrents. Donc, Google a toujours rivalisé et a toujours devancé, si je peux dire comme ça, ses concurrents en photo pendant un certain nombre d'années avec des capteurs plus petits. Et donc, c'est la même par rapport à la RAM. Donc, que vous avez une RAM plus petite sur le modèle de base et une un peu plus énorme sur le modèle Pro, l'optimisation que Google fait en sorte que, franchement, vous allez galérer avant de trouver une différence entre ces deux. Avant que vous ne vous mettez à jouer ou bien à faire une tâche qui est, je sais pas comment dire ça, assez puissante, franchement, dans la vie quotidienne, vous n'allez pas avoir de différence du tout. Nous, on continue notre analyse. Le Pixel 10 Pro XL est un peu plus intéressant, si je peux dire ça comme ça, car il offre également un écran plus grand, bien sûr, pour consommer les contenus multimédia. Je sais qu'il y en a plein, leur téléphone, c'est leur télé. Voilà, j'ai un ami qui ne peut pas payer un téléphone qui est petit, qui a 6,3 pouces, quoi que ce soit, non, minimum 6,8, 6,9, parce que son téléphone, c'est son écran de consommation. Il n'a pas besoin de PC, il n'a pas besoin de télé. Donc, bien sûr, ce modèle Pro XL a une batterie plus grande qui est de 5200 mAh et qui a le double aussi de la capacité de stockage initiale. Et en plus, la charge est un peu plus rapide grâce à une meilleure dissipation thermique, jusqu'à 45 watts au lieu de 30. Elle est également compatible Qi 2, donc la nouvelle recharge Qi 2, on écrit Qi 2, mais on lit Qi 2. Ce qui permet une charge sans fil de 25 watts au lieu de 15. À ne pas oublier aussi, le Google Pixel perpétue aussi cette tradition d'être l'élève le plus intelligent de la classe, genre le smartphone le plus intelligent, en proposant une multitude de fonctionnalités que vous connaissez déjà. Vous connaissez la gomme magique, nettoyer la voix, réinventer, admin, le coach photo. Franchement, on a de quoi faire avec les fonctionnalités IA de Google et ce sont de vraies fonctionnalités, pas comme ce que j'ai sur mon iPhone 17 Pro qui me sert à rien. Malgré tout ça, ils ont encore ajouté des choses cette année que je pense que Google pouvait réaliser il y a de là déjà quelques années déjà, parce que ces choses-là utilisent énormément de produits Google. Et il y en a deux qui m'ont vraiment marqué. Et le premier, c'est Magic Cues et le deuxième, c'est le Conversational Editing. En résumé, Magic Q utilise très intelligemment des informations provenant de différents services de votre compte Google pour faire apparaître les informations dont vous avez besoin ou bien dont vous pourriez avoir besoin. Je sais pas si j'arrive à bien expliquer. Je vais vous faire un exemple. Par exemple, vous voulez envoyer un SMS à quelqu'un et cette personne vous demande par exemple où se trouve sa réservation pour dîner à New York. Lorsque Google Message détecte cela, voilà, il affiche ce petit indicateur arc-en-ciel avec la réponse à la question extraite de Gmail. Puisque vous avez reçu un email contenant des informations permettant de répondre à cette question lors de votre réservation, il vous suffit donc d'appuyer dessus, la réponse soit envoyée là via Google Message. Très pratique. Ou imaginez que votre ami vous demande d'appeler par moi Air France voilà, pour un vol qui a chargé pour une X ou bien Y raison parce qu'il ne peut pas le faire lui-même. Car que j'ai récemment eu avec mon frère Mikey, voilà, qui a raté son vol a été annulé. Mais lui-même il s'est débrouillé tout seul, c'est un grand garçon. Mais imaginons que Mikey n'était pas disponible et il me demande d'appeler Air France pour lui. Il connaît le numéro de téléphone de Air France et ça vous fait apparaître ça donc clairement. Et ensuite, lorsque vous appelez, un joli message magnifique s'affiche avec les informations de votre vol que vous allez modifier. Le numéro de confirmation, blablabla, vous connaissez, pour que vous puissiez en discuter. C'est le genre de choses que Google peut se permettre de faire, vous voyez, parce qu'ils en savent énormément sur vous. Toute votre vie, ils l'ont. Ils connaissent vos courriels, ils connaissent tous vos dates, vos vols de réservation, les restaurants, les événements de votre calendrier, tout. Google connaît votre vie. Il s'agit juste de mettre en avant tout ça pour que ça nous soit aussi profitable quand même. Donc c'est tout. L'autre aspect avec le montage conventionnel, conversationnel, les gars, conversationnel. Je sais pas pourquoi je fais les ricains. C'est un truc que je guettais. Je savais que ce moment allait venir. Juste, je ne savais pas quand, ok? Je savais pas quand.
Et voilà, là maintenant, c'est bon. Donc, c'est quoi concrètement? L'idée est que vous n'avez pas forcément besoin de savoir comment utiliser les outils de retouche photo. Vous pouvez simplement parler à votre téléphone et lui dire quoi faire. Imaginez, vous avez cette photo de vos parents, ok? Et voilà, ça serait la photo parfaite s'il n'y avait pas ce truc-là qui dérange ici, ok? Donc, alors, tapotez dans la case en bas et dites-le simplement ou demandez carrément à ce que le sac soit supprimé. Même pas besoin d'écrire. Patientez quelques secondes, le temps que l'application effectue ça. Voilà, cette commande est basée sur l'IA. Et voilà, ça va faire disparaître directement le truc fâcheux. C'est assez incroyable que ça fonctionne vraiment, les gars. C'est une dinguerie. Maintenant, tout le monde peut devenir éditeur de photos. Tout le monde. Il suffit juste de parler, les gars. Tu parles et c'est fini. Je veux dire, ils peuvent même se laisser emporter, ok? Et voilà, demander des choses, des modifications aléatoires comme rendre un ciel plus nuageux, un ciel plus bleu. Le résultat est étonnamment bon. Les Pixel 10 proposent aussi d'autres fonctionnalités très pratiques comme l'application Pixel Journal et la traduction vocale en direct lors des appels téléphoniques. Donc lorsque vous paramétrez tout ça, le rendu est franchement ressemblant à votre voix, même si c'est une IA qui a généré la voix et tout. Franchement, ce n'est plus autant robotique que voilà, les versions précédentes. Là maintenant, sans qu'il y ait une réelle avancée, tout cela pourrait constituer un atout majeur qui pourrait inciter les gens à adopter un Pixel ou bien à se prendre un Pixel cette année et à y rester fidèles, les gars. Parce que comme ce fut le cas par le passé pour cette fonctionnalité qui s'appelait aussi le filtrage d'appels. Maintenant, on va parler de la puce Tensor G5, le processeur le plus récent présent dans les Pixel 10. Donc, c'est une puce de 3 nanomètres et je ne pense pas vraiment que cette amélioration d'une année va lui permettre d'atteindre ou bien d'égaler les concurrents, genre les Snapdragon ou le boss des boss, la puce A19 Pro actuellement, qui est dans l'iPhone 17 Pro en matière de puissance. Je parle bien de puissance, ok? Parce qu'on le sait, en matière de puissance, les Snapdragon 8 Elite, les puces Apple sont vraiment puissants. Mais si on compare les performances CPU et GPU de la dernière puce, franchement, Google a fait un énorme bond en avant. Même si encore une fois, ça n'égale pas les concurrents en puissance, c'est déjà énorme. Google se concentre principalement sur la TPU, genre l'IA et les modèles embarqués, pas sur la puissance. Ça ne les intéresse pas, la puissance brute. Ils sont plus raffinés. Et donc, est-ce que cette manque de puissance est négligeable ou bien est-ce que ça dérange dans la vie de tous les jours? Bon, pour quelqu'un comme moi, un nerd comme moi qui adore les smartphones et qui aime pousser les smartphones à leur extrême, faire 55 000 choses directement sur un smartphone, jouer peut-être occasionnellement à certains jeux AAA qui demandent énormément de CPU et de GPU, peut-être que, voilà, j'aurais peut-être des fois, je n'aurais pas les meilleurs FPS dans les jeux ou bien, je sais pas moi, peut-être que je pourrais pas forcément faire tout ce que je veux, mais voilà, pour le commun de mortel, je le dis comme ça, pour tout le monde, monsieur Lambda, tout le monde qui, je sais pas moi, fait des photos, fait des petits montages sur le téléphone, utilise son téléphone normalement, pas comme moi, frère. Tout le monde qui utilise son téléphone normalement, vous n'allez avoir aucun problème. Ça fait des années que Google sort ces téléphones, même s'ils n'ont pas toujours été les plus puissants. L'optimisation qu'il y a sur ces smartphones, les gars, je vous le jure, incroyable. Lorsqu'on met l'iPhone 17 Pro et on met le Pixel à côté, franchement, l'optimisation est clean. Vous n'allez pas du tout savoir que le Pixel est beaucoup moins fort. Croyez-moi, après l'avoir testé pendant ces 3 mois, franchement, je n'ai plus du tout envie de le laisser. Le téléphone est bien fluide et bien réactif. Ma seule préoccupation, c'est de me demander comment ils vont vieillir ces smartphones. N'oubliez pas que vous avez 7 ans, 6 ou 7 ans de mise à jour de sécurité de logiciel. Si je crois, je vous mets ça à l'écran, ok? Vous avez 6 ou 7 ans, donc même pendant 6-7 ans, vous allez quand même bien utiliser le téléphone. Il n'y aura aucun problème et vous pourrez même la revendre, je sais pas moi, dans 3-4 ans. Voilà, très propre et tout, si vous en prenez soin, bien sûr. Et ça, c'est très bien. Il y a un point quand même qui me chagrine un peu, c'est la vidéo. Voilà, j'aime le Pixel. Je n'ai pas forcément besoin d'une puissance comme celui de Apple parce que voilà, 90% de personnes qui utilisent Apple n'utilisent même pas la moitié, 50% de la puissance qu'il y a dans ces téléphones. Donc voilà, la puissance que Google a, ça suffit largement pour faire tout ce que je veux, ok? Mais quand même, il y a un point qui me fait mal, qui fait que je n'arrive pas quand même à
à adopter Google à 100%, c'est la vidéo. Il faut savoir que je fais des vidéos et vous savez, en matière de vidéo, Google ne met pas le paquet. Je vais vous expliquer. Cette année, l'iPhone 17 Pro est sorti avec des formats de dingue. Déjà que à partir de l'iPhone 15 Pro, on avait un format ProRes en log et voilà, par après, étalonné par après. Ce format, ce truc-là, c'est un énorme plus pour les gens, les vidéophiles, ceux qui aiment les vidéos. Supposons que vous n'avez pas forcément le budget de payer une caméra qui coûte, je sais pas moi, 2000 €, payer les objectifs qui coûtent vraiment cher, payer un trépied, une carte mémoire et je ne sais quoi d'autre. Peut-être l'ensemble va coûter 6-7 000 €, ok? Vous n'avez pas forcément cet argent. Si vous prenez même un iPhone 15 Pro qui coûte actuellement aux alentours des 600, 700 si je crois bien, vous allez pouvoir quand même filmer et avoir un résultat qui est très proche des caméras professionnelles. La preuve, il y a plein de créateurs aujourd'hui qui n'utilisent même plus des caméras pour filmer des choses. Ils prennent leur iPhone et ça va directement. Donc ce profil d'image, le log et le ProRes, je l'attendais depuis des années sur le Pixel pour complètement switcher, pour complètement jeter mon iPhone quelque part et devenir l'utilisateur parfait de Google. Mais cette année, encore Google ne l'a pas mis sur le Pixel 10 et ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal parce que ce téléphone, il a tout ce que je veux. Il me manque juste ce truc de vidéo parce que je fais des vidéos. Voilà, je n'ai pas forcément une énorme caméra et tout, je fais des vidéos. Donc, j'ai besoin de ce profil-là. Voilà, sur ce smartphone aussi, Google, s'il vous plaît. Si vous voyez cette vidéo, s'il vous plaît, Google, sur le Pixel 11, faites tout ce que vous pouvez faire pour mettre le mode log sur le Pixel 11. J'ai vu, ils ont le mode RAW et tout en photo. Là, c'est bon. Mais on a besoin du mode log. Ok, mettez un mode log sur ce Pixel 10. Les ingénieurs, s'il vous plaît, faites votre travail. Trouvez un moyen de mettre le mode log et un mode ProRes. Comme ça, nous aussi, on pourra faire des vidéos et étalonner par après. Donc, en vrai de vrai, ce Pixel 10 Pro XL, bien les Pixel 10, n'ont pas de défaut. Franchement, il n'y a quasiment pas de défaut. Ok, et ce sont des très bons smartphones. Donc sur ce Pixel 10 Pro XL, vous avez une batterie de 5200 mAh, un énorme écran de 6,9 pouces, écran AMOLED protégé par le Core Gorilla Glass Victus 2 qui est très résistant pour consommer les contenus multimédia, c'est propre. Le son, vous avez un son de bonne qualité. Voilà, un très bon son qui est vraiment lourd, ok. Et vous avez aussi une finition vraiment propre lorsque vous le tenez en main. Voilà les gars, allez vous me faire l'expérience, allez juste même dans un store et prenez le Pixel 10 en main les gars. C'est... je sais pas comment dire ça, c'est trop propre en fait, l'expérience est unique. Donc ce Pixel a tout pour plaire et franchement, si ce n'est pas que moi je suis un peu grincheux en matière de vidéo, franchement je ne trouverais pas un énorme truc à dire par rapport à ce Pixel 10, ok. Et il y a aussi ce truc que actuellement les autres marques font par rapport à la batterie. Ils essayent les batteries en silicone carbone. Et actuellement même je pense qu'on a un téléphone qui a 10 000 mAh de batterie, c'est énorme, ok. Grâce à cette technologie silicone carbone, j'aurais pu reprocher ça aussi au Pixel, mais lorsqu'on voit son ami Apple qui aussi est à la traîne, là, on va rien dire. Mais on espère que dans les prochaines générations, que ces deux grandes marques, et même Samsung, lui aussi, il est là-bas, et il ne veut pas intégrer la technologie silicone carbone. On espère que eux trois vont intégrer la technologie silicone carbone, qu'on puisse avoir des batteries de 7000, 8000, 9000 mAh et tout. Et je pense qu'on serait vraiment au taquet avec tout ça. Ok les gars, là je filme en 4K, 30 FPS je crois. Et on est en x1. Dites-moi déjà la qualité de la vidéo. Franchement, ça m'a l'air pas mal du tout. Et dites-moi par rapport au son aussi. Là, je suis dehors. Il fait un peu frais. Voilà, il a neigé. Il fait un peu... Voilà, je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, il souffle. Le vent souffle pas trop. Donc normalement, vous devriez bien entendre ma voix. Et voilà. On va filmer avec la caméra arrière aussi. Voilà, là je filme avec la caméra arrière en 4K 30 fps. Petit truc qu'on a sur le Samsung S25 Ultra, on peut tourner la caméra tout en filmant. Bah, il n'y a pas ça ici sur le Pixel 10 Pro XL. Il n'y a pas ça sur l'iPhone 17 Pro aussi. Mon iPhone 17 Pro, il ne peut pas faire ça. Donc voilà.
Là, on est en zoom x2, zoom x5. Je pense qu'on peut aller jusqu'au zoom x20. On va pas aller plus loin, les gars. En photo, on peut aller jusqu'à zoom x100 numérique. Mais ça sera généré par l'IA, ou bien l'IA va reconstituer l'image. Et ça pourrait ne pas être identiquement correct par rapport à ce que vous voyez. Donc là, on est à zoom 0,5. Et voilà, les gars. Donc les gars, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker là, abonnez-vous. Il y aura plein d'autres vidéos qui vont venir. Et c'était votre Castaneau Pipi. Prenez soin de vous. Peace, love et cheese, les gars. 51 minutes, putain. Waouh.